Merci, nous sommes de retour sur le plateau de La Voix est libre avec Kéra Bouziane pour le PS, Paul Garrigue pour la Ligue des droits de l'homme, Jean-Baptiste Lemoyne pour les Républicains et Frédéric Paillard pour le syndicat Alliance Police Nationale. Alors on parlait de l'état d'urgence, faut-il ou non le constitutionnaliser? C'est la grande question. Quel serait l'intérêt finalement, Jean-Baptiste Lemoyne? Vous savez, la Constitution de la Ve République, elle prévoit déjà un article 16, elle prévoit un état de guerre, et donc finalement elle prévoit des situations qui sont déjà très extrêmes. Là, il s'agit plutôt de mettre et d'encadrer un état d'urgence. Donc c'est pas absurde. Cela étant, ça ne se suffit pas soi-même. Il faut que nous puissions également, je le dis, adapter notre arsenal législatif. D'ailleurs, au Sénat, nous avons déposé avec Philippe Ball, président de la Commission des lois, un certain nombre de collègues, une proposition de loi pour renforcer justement la lutte contre le terrorisme. J'ai un certain nombre de propositions également que je mets sur la table. Et donc, il faut également derrière qu'on vote ça assez vite. Parce que c'est pas seulement adapter la Constitution qui permettra d'être efficace face à une situation qui, encore une fois, je le dis, va durer dans le temps et où il faut qu'on soit tous en situation de vigilance parce qu'en réalité, la façon dont vivent les Israéliens, peut-être qu'un jour, nous, on sera avec le même état de vigilance. Voilà, il faut avoir ça en tête. Kéra Bouziane, vous êtes vraiment opposé, vous, à cette inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Est-ce que ça ne permet pas, au contraire, finalement, de l'encadrer et d'avoir des règles un peu claires et précises? Mais l'état d'urgence, il est partagé. Hein. Tout le monde n'est pas pour, tout le monde n'est pas contre. Hein. Il est en discussion. Mais quelles seront les conditions pour lesquelles vous pourriez voter pour cette mesure? Eh bien, il faudrait déjà que le Parlement il ait un droit de regard sur cet état d'urgence. Aujourd'hui, c'est le cas. Hein. On a des bilans, mais il faudra peut-être le dire et l'écrire aussi. C'est ce qui semble. C'est ce qui semble se profiler. Après, l'état d'urgence, qu'est-ce que cela représente? Alors moi, je suis quand même inquiète quand on fait le parallèle entre la France et Israël, hein, qui vient d'être fait. Ouais, ça me gêne un peu. Je suis désolé, il y a une situation qui s'impose à nous. Un état de droit n'est pas forcément... On va chercher à nous frapper partout, à tout moment. Justement, alors, voilà. Et donc, il faut que nous soyons tous vigilants. Et c'est des réflexes à avoir. Cette société-là, eh bien, à intérioriser ces réflexes. Parlons de ce danger, justement. Moi, j'aurais préféré qu'on travaille sur comment faire pour éviter le danger. En fait, si on s'en était pas pris, je veux dire, effectivement, à ces régimes autoritaires, mais laïques, après tout, mais les Occidentaux ont déstabilisé le monde arabe. Je crois que de ce point de vue-là, tout le monde d'ailleurs porte une responsabilité. Hein. J'exonère pas la droite non plus. Hein. On est d'accord. Je veux dire, je pense qu'on a mis le doigt dans un engrenage fatal de dislocation et on en est en partie responsable, les Occidentaux. Alors, 310 000 perquisitions administratives, 550 procédures judiciaires, 12 lieux de culte fermés, 310 000 perquisitions, 5 procédures pour terrorisme. Ça, c'est dans l'état d'urgence, un état d'exception où l'on donne aux autorités civiles des pouvoirs de police exceptionnels. Et on ne peut pas être à l'abri de dérives, c'est ça que vous voulez dire? De dérives, tout à fait, tout à fait. Paul Garrigue, est-ce que justement il ne faut pas encadrer ça? Mais le problème, c'est avaliser et banaliser un état de restriction des libertés individuelles. Alors, et avec notamment, il y a la question du Parlement, mais je crois qu'on a aussi quelque chose d'essentiel dedans. C'est l'idée qu'on transfère un pouvoir du juge qui a une certaine indépendance au préfet qui n'en a aucune, statutairement. Ce n'est pas un procès fait au préfet. Et ça, c'est quand même grave. Quand il y a parce que qu'il faille assurer la sécurité, oui. Mais ce qui nous semble essentiel, c'est aussi comment défendre les libertés. Sans ça, les terroristes auraient gagné si on assurait la sécurité en renonçant aux libertés fondamentales. Et dire que celui qui est dans la Constitution est un des garants essentiels des libertés individuelles, le juge indépendant, se voit dessaisi au profit du préfet, c'est quand même pas quelque chose à faire à la légère. Et aussi sur des faits, parce qu'on nous dit, oui, mais c'est pas les libertés, mais c'est pas la mienne. Je vois comme dedans, avec l'état d'urgence, il peut y avoir l'interdiction de réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre. La dissolution aussi d'associations dessus, avec de tels textes, et quelque chose d'aussi large et indéfini que l'ordre public,
on aurait très bien pu dissoudre les syndicats agricoles en Bretagne. Non, mais on n'est pas. Non, mais, non, mais la France non, mais est quand même l'ordre une société public, mature et. Monsieur, non, franchement, moi, je ne sais pas qui sera au pouvoir demain, mais donner des outils il y a une société législatifs. civile qui bouillonne, qui existe. Enfin, je veux dire, c'est pour ça voilà. qu'elle est aussi dans la rue pour dire il faut faire attention. La dite société civile, et même si aujourd'hui c'est difficile à faire entendre, c'est important de le faire entendre. Il faut Est-ce quand que même nos qu'il y ait des téléspectateurs ont vu leur vie changer je suis pas persuadé, franchement. Donc, mais je crois vous savez, faut raison garder. je crois que les libertés, c'est quand même quelque chose de trop précieux pour qu'on se dise il faut que j'attende que la mienne soit mise en cause pour m'y intéresser. Je crois qu'il faut quand même, on a un équilibre des institutions qui vaut ce qu'il vaut, qui est perfectible, mais avec certains garde-fous, comme l'indépendance judiciaire. Et c'est quand même pas rien d'y toucher. D'autant plus que, je m'excuse d'insister, personne n'a pu prouver que c'est un juge qui aujourd'hui est empêché de démanteler une filière terroriste. Beaucoup disent même que si les juges antiterroristes avaient eu plus de moyens, la justice plus de moyens, on aurait peut-être pu prévenir un certain nombre de choses. Et aussi, dans toute cette logique, on ne se pose pas du tout la question du pourquoi un certain nombre de jeunes tombent dans cette folie et qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévenir. Et ça me fait un peu peur que ce soit complètement absent du débat et d'entendre un grand responsable politique dire comprendre, c'est commencer d'excuser, ça m'affole, parce qu'on ne combat bien que ce qu'on comprend. Mais l'embêtant, c'est quand on comprend, il n'y a plus de solution simple, il n'y a plus de solution miracle. Frédéric Paillard, est-ce que plus de sécurité, plus de moyens donnés à la police et en même temps la garantie des libertés individuelles, ça va de pair? Ou est-ce que c'est très compliqué? Et est-ce qu'il faut se dire que voilà, on est en guerre, il faut des mesures exceptionnelles et c'est comme ça que vous voyez les choses? Je pense que depuis janvier 2015, certaines choses ont vraiment bougé et on n'a plus la même notion de sécurité et la sécurité n'est plus appréhendée pareil. Quand j'entends M. Garrigue dire faut pas laisser le pouvoir au préfet, seulement le préfet est le représentant de l'État, le préfet dans le département est chargé de la sécurité des personnes et des biens, c'est lui la première personne qui est en but au problème de terrorisme et c'est lui qui doit prendre la décision rapidement. Donc à partir de ce moment-là, qu'il y ait une corrélation avec ce que peut faire un juge, et ce qui peut être demandé par un juge dans le respect des lois fondamentales ne pose aucun souci. Mais le préfet doit avoir pouvoir de décision et il doit l'utiliser avec le respect des lois, des institutions et de la République. Le préfet n'est pas exempt. Sauf que dans l'état d'urgence, c'est inversé quand même. Le juge administratif a le pouvoir par rapport au juge judiciaire. Je suis d'accord avec vous, mais sur l'administratif, quand vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand vous avez un signalement potentiel de radicalisation ou quelqu'un qui va commettre un acte terroriste à 23 heures, la réaction qu'on peut avoir est techniquement comment on peut régler ce problème-là, puisqu'actuellement la loi ne le permet pas. Donc il est vrai que quelque part, il faut quand même donner les moyens aux enquêteurs et par là même à la justice, puisqu'après, si on a quelque chose qui sort de ces perquisitions administratives, le pouvoir judiciaire reprend l'affaire en main et les gens sont jugés. Je pense qu'il faut qu'on fasse une séparation entre la partie qui peut être la partie technique et amener l'affaire et son traitement. Je rappellerai quand même que la police, c'est, avec la gendarmerie, ce sont des auxiliaires de justice qui travaillent quand même sous main de justice et qui font des actes qui sont quand même la plupart du temps jugés légaux et dans des conditions qui sont vraiment très particulières. Voilà. On a bien vu d'ailleurs qu'il y a quand même un certain nombre quelques assignations qui ont été contestées. Le juge en a cassé très peu en réalité. Je crois que les préfets aussi, avec discernement, ont utilisé les outils qui étaient à leur disposition et honnêtement... Enfin, faut se dire les choses. Il y avait du ménage à faire. Enfin, oui. Je veux dire, il y avait. Moi, je vois dans Lyon, on a fait un point, mais je veux dire, il y a eu des armes de guerre saisies, il y a eu des munitions, il y a eu. Enfin, et sur des individus, qui regardent pas Bambi toute la journée, à la télé. Je veux dire, faut voir. On a quand même quelques profils un peu inquiétants. Et donc, on a traité à peu près il y a 400 personnes, je crois, qui sont assignées en France. Il y a eu 3000 perquisitions, mais on a plusieurs milliers de personnes fichées S, etc. Donc il y a encore besoin d'être en état de vigilance, encore une fois, d'un point de vue un peu exceptionnel. Je suis d'accord avec
M. Garrigue, et c'est-à-dire qu'après, il faut que notre loi soit adaptée, et ça permettra d'en finir avec l'état d'urgence. Voilà. Alors, les députés ont quand même adopté en commission des lois, donc jeudi, des amendements, notamment qu'il y aurait un juge administratif qui serait compétent quant aux procédures de la police administrative. Est-ce que ça, c'est rassurant et c'est vers ce genre de choses qu'il faut tendre? Bah écoutez, je vous avouerai que j'ai pas tout suivi mais il n'est pas encore passé effectivement devant l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des garanties que le droit est toujours respecté. Et quand vous avez des perquisitions, si la personne conteste la perquisition, parce que malheureusement, et heureusement d'ailleurs, que toutes les perquisitions ne débouchent pas sur des terroristes, sinon ça serait vraiment inquiétant, et c'est à la personne de prouver, d'amener la preuve. J'ai des chiffres, ils sont donnés par le syndicat des avocats. 389 assignations à résidence, 61 contestations. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est peu finalement. Enfin, c'est peu. Oui, mais c'est parce que vous avez. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le cas d'une personne. Parce qu'elle était en différend avec sa voisine, elle se retrouve avec une perquisition sur une dénonciation un peu calomnieuse. On n'est pas à l'abri de ça, donc il faut qu'on fasse attention. Et on nous a signalé quand même un certain nombre de cas. Alors, je pense qu'effectivement, passer par le juge judiciaire aurait peut-être permis de trier celles qui étaient nécessaires. Et évidemment, personne ne dira qu'il en faut jamais, parce qu'il y en a aussi un certain nombre sur des dénonciations ou sur des apparences et sur des choses qui nous inquiètent. Est-ce que vous l'avez vécu? Je ne sais pas si vous pouvez le dire, Frédéric Paillard, mais est-ce que vous avez vécu ce genre de choses en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, ces derniers temps? Les situations qui sont décrites là ont été étudiées et sont connues de toute façon, puisqu'il y a eu des référés au tribunal administratif à Dijon où la personne a été déboutée. Et il y a des choses qui ont été faites. Il est vrai que à partir du moment où on peut prendre une image un peu paysanne, de dire que malheureusement, à un moment ou à un autre, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. En deux mots, je suis désolé parce que le sujet pourrait être très vague, mais on est à la limite de la démocratie en ce moment. Vous êtes vigilant par rapport à ça, c'est ça? Tout est relatif. Effectivement, la France est une démocratie. La démocratie absolue, ça n'existe pas. On est plus ou moins démocratique. On l'est, et encore aujourd'hui, plus que la moyenne des pays du monde. Mais ce n'est certainement pas une raison pour ne pas être vigilant contre tout ce qui pourrait le faire reculer et pour ne pas essayer d'être plus démocratique. La France est et demeure une démocratie. Les citoyens doivent s'armer d'une vigilance active pour empêcher de tels actes. Donc je crois que nous ne sommes pas en train de dériver, non. Karabouziane, en un mot. Moi, je crois que la France est une belle démocratie qu'on doit protéger, tous les citoyens. Mais c'est surtout qu'on doit se poser les vraies questions, les bonnes questions pour apporter les bonnes solutions pérennes. Parce qu'un état d'urgence ne va pas durer ad vitam aeternam. Et sinon, on basculerait dans un état policier. Très bien, merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Vous retrouverez Jean-Baptiste Lemoyne et Karabouziane en congrès, donc à Versailles, ce sera sans doute avant la fin du mois d'avril. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, nous vous proposerons une émission commune à la Bourgogne et à la Franche-Comté à l'occasion de la percée du vin jaune. Nous serons à Lons-le-Saunier pour évoquer le no-tourisme et l'avenir de nos vignobles. Pour l'heure, c'est le 12-13 qui se poursuit avec l'édition nationale et internationale. Très bel après-midi à tous.